Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors donc bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir ou plutôt d'être accueillie à l'ESAT, donc l'École supérieure des arts appliqués et du textile, par Coralie Magny. Bonjour Coralie. Bonjour. Première question qu'on pose à tous les invités, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter votre parcours et comment vous en êtes arrivée à la teinture végétale? Alors, je m'appelle donc Coralie Magny, j'ai un cursus scolaire dans les arts appliqués au départ, pas de spécialité textile. Puis à la fin de ma scolarité, j'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs stages qui m'ont permis de découvrir à la fois l'univers de la mode, du spectacle, des textiles, des teintures et des patines textiles, en particulier au TNS, donc Théâtre National de Strasbourg, et travailler donc sur une pièce de théâtre où il y avait 40 nuances d'uniformes bleus de la guerre de sécession à reproduire. Donc voilà, ça a été mon premier contact avec la teinture, en l'occurrence teinture synthétique, à cette époque-là. Voilà. D'accord. Et alors comment vous avez basculé vers la teinture végétale? Alors, plusieurs années après, étant devenue enseignante donc en impression textile, j'ai eu l'occasion, grâce à mes collègues avec qui je travaillais à l'école Olivier de Serres à Paris, de rencontrer Michel Garcia. Donc mes collègues que je vais citer, grâce à qui je dois cette merveilleuse rencontre, donc sont Lucia Vélez et Armelle Hameau, qui étaient enseignantes respectivement donc en tissage à Olivier de Serres et en impression textile à l'école du Perret. Et donc, elles vous ont permis de rencontrer donc Michel Garcia, ça s'est organisé. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait, cette rencontre, et ce qu'il en est découlé? Alors, oui, donc Armelle et Lucia ont participé à un symposium sur la couleur végétale et à La Rochelle. Donc, c'était, il me semble, il y a une douzaine d'années à peu près. En revenant, donc Lucia me dit on a rencontré Michel Garcia, il est génial, il faut absolument qu'on le fasse venir, il faut qu'il fasse une formation à Paris. Et donc, lors de ce symposium, a priori, je pense qu'il y avait d'autres personnes, peut-être les personnes de Colore ton monde. Et donc, plusieurs personnes ont eu envie de le faire venir, l'ont fait venir. Et donc, j'ai pu participer à 3 jours de formation avec ces personnes-là. Et donc, Michel Garcia... Donc sur les bases de la teinture, des teintures naturelles, sur laine, sur lin, voilà. Donc avec la pratique du mordançage, de la teinture, et puis aussi la cuve d'indigo. Aujourd'hui, comment vous utilisez la teinture végétale? Dans quel domaine, que ce soit dans l'enseignement ou personnel? Alors, après ces formations-là, on a fait venir Michel Garcia donc à l'école Olivier de Serres pour former donc nous, les profs, à monter une cuve d'indigo. Et donc, j'en ai monté plusieurs donc pour cette école-là. Et puis, quand je suis arrivée à Roubaix il y a 6-7 ans, j'ai monté une cuve d'indigo. Et donc, les étudiants, par la pratique des shibori, ont été amenés à apprendre à utiliser la cuve d'indigo. D'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer du coup le shibori, ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors oui, le shibori, c'est une technique donc de teinture avec réserve. Donc une réserve, c'est une façon mécanique ou chimique d'empêcher la teinture de passer dans le tissu. Donc on va bloquer la teinture, soit en créant des nœuds très serrés, soit en créant des coutures, des fronces, ou même en faisant des plis, en écrasant le tissu. Voilà, il y a énormément de façons de faire pour créer des réserves, et ça va faire apparaître donc des motifs en négatif. Alors, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a
assez longtemps aussi, toujours pareil, grâce à mes collègues d'Olivier de Serres, qui connaissaient Marie-Hélène Guelton, donc, qui est spécialiste une des spécialistes des shibori, qui venait tous les ans faire une initiation au shibori à nos étudiants, et avec qui donc que nous assistions pour monter des bains de teinture. Et donc j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et les dernières années où j'étais à l'école Olivier de Serres, on avait travaillé avec elle et la cuve que nous venions de monter. Génial. Et donc le shibori, c'est donc ça peut être ce qu'on voit entre des plaques de bois, enfin oui. avec étau. Alors ça s'appelle, je prononce peut-être pas très bien, mais c'est Itajime shibori. D'accord, mais toutes ces techniques sont du shibori. C'est l'histoire de faire des réserves mécaniques ou physiques. Mécanique et physique, enfin c'est-à-dire soit avec du fil, c'est soit par écrasement, enfin c'est mécanique, c'est par écrasement, par serrage, par fronçage. D'accord. Okay. Chimique et physique, c'est autre chose. C'est quand on fait des réserves avec une argile ou avec de la pâte de riz ou avec de la cire, enfin plutôt avec de l'argile, enfin la réserve 1, 2, 3 qu'enseigne Michel Garcia. D'accord, ok. Qui va avec la cuve 1, 2, 3. Et alors du coup, donc dans les pratiques aujourd'hui que vous avez, donc il y a ce que vous m'avez montré tout à l'heure à l'atelier, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, nuanciers ? Non, vos essais de couture. De couture. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que j'étais un peu surprise, du coup, comment vous faites, comment vous les réfléchissez, comment vous les préparez Alors donc oui, pour enseigner le shibori, plus particulièrement à base de couture, que j'aime beaucoup pratiquer, même personnellement, j'ai dessiné des diagrammes qui reprennent, alors surtout c'est des points de fronce, juste à base de fronce. Mais pour montrer toute l'étendue et au-delà, parce que voilà, c'est infini, j'ai fait des petites maquettes donc avec du fil et qui permettent de voir à quoi ressemble le shibori avant teinture et avant serrage. Ce qui permet, quand je montre ça aux étudiants, de voir vraiment le chemin du fil et de tirer dessus et de voir quand ça se plisse, quelle allure ça prend en fait. Et de pouvoir déplier, de pouvoir donc étudier à quel endroit va aller la teinture, où est-ce qu'elle va, au contraire, où est-ce que ça va pas passer. Ouais, c'est ce que vous avez montré, c'est impressionnant, la finesse des motifs, ça c'est vraiment hyper fin en fait, ça fait comme des petites vagues, des petits cœurs, c'est incroyable, j'avais pas encore vu ce genre de motifs. Pour le moment, j'avais plutôt vu des motifs géométriques assez grands. Et là, vous êtes vraiment sur fin et vraiment nuancé. C'était très Mais ça, il y a énormément de cultures qui travaillent ça. Enfin, que ce soit d'abord au Japon et ensuite après que ça en Afrique de l'Ouest. Enfin, dans le monde entier en fait. D'accord. Voilà, vous avez et donc des très beaux exemples dans ce livre aussi et dans le livre aussi Indigo que je pourrais vous montrer. Ouais, d'accord. Donc là, on en parlera des livres que vous allez nous citer, qu'on n'a pas encore eu, donc ça c'est top. Donc, votre pratique aujourd'hui de la teinture végétale, personnellement et dans l'enseignement, donc vous utilisez notamment cette pratique du shibori. Vous faites aussi un autre aspect technique que vous m'avez montré avec une plante. Est-ce que vous pouvez expliquer que toute cette déclinaison et la palette de couleurs que vous arrivez à avoir avec une seule plante? Alors ça fait partie aussi des enseignements que j'ai retenus, une partie du large enseignement que j'ai retenu de Michel Garcia, la façon dont les mordants influencent la vivacité, l'intensité, la saturation, enfin, à partir d'un bain de couleur, d'une seule plante, en fait, tout le côté, tous les aspects, la palette riche qu'on obtient avec une seule plante. Ça concerne en fait les associations de mordants. J'ai beaucoup travaillé ça en travaillant sur le thème de la brique parce que la brique est un matériau de construction. Enfin, ce qui m'avait intriguée au départ, c'est que c'est de la terre et que les rouges, a priori, sont quand même liés à la quantité d'oxyde de fer qu'il y a dans la terre. De même que, par exemple, quand on pratique le bogolan, on utilise une terre très ferrugineuse qui va bien réagir, donc avec des tanins. Et je trouvais ça intéressant de me dire, en fait, les rouges de brique sont liés à cet oxyde de fer, et cet oxyde de fer que nous utilisons en teinture qui vient éteindre et assombrir les couleurs. Donc j'aimais bien ce parallèle un peu. Et
Et donc, je me suis attachée en fait au départ à un nuancier qui serait brique et qui est beaucoup plus large qu'on croit. Et donc, ça m'a amené à travailler quelques plantes, quelques associations de plantes et aussi donc des associations de plantes et de mordants. Et donc, à partir de ça, j'ai imprimé des motifs de briques en déconstruisant le motif et en le reconstruisant par l'impression de différents mordants, en créant des imbrications et ça me plaisait de faire aussi des imbrications de couleurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer quel mordant vous utilisez un peu? Oui. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai vu dans l'atelier, du coup, je comprends bien. Ah, Non, c'est clair ce que vous avez dit, ouais, et du coup, quel type de mordant vous utilisez? Parce que il faudra qu'on mette une photo, je pense, je mettrai une photo de votre travail si vous voulez D'accord. à joindre pour que les gens voient bien ce que vous... Oui. Alors, les mordants que j'utilise, forcément, donc je travaille sur lin, donc j'utilise l'acétate d'alumine à 10%. Donc, pour ceux qui connaissent, épaissi avec 1,1% de gomme goire. Voilà. Et donc, j'utilise aussi des acétates de fer. Donc, le plus puissant que je dois utiliser, ça doit être du 1%. Et après, non, 2%. Et après, je fais des dilutions de mordants de fer. Donc ça, c'est les mordants de fer seuls, en dilution, et l'acétate d'alumine seul. Donc ça, c'est une partie de mes mordants. Ça en fait à peu près 5. Voilà. Et à côté de ça, je peux associer le mordant, donc l'acétate d'alumine, avec l'acétate de fer. Et suivant la dilution de l'acétate de fer, je vais avoir de nouvelles nuances qui vont avoir une parenté aussi avec la couleur la plus éclatante qu'on peut avoir en ayant l'acétate d'alumine seul. Et donc, avec une plante et ces différents mordants, vous arrivez à avoir un nuancier de... Je sais pas, il y en avait combien de couleurs? 10, 12? Oui, c'est ça. J'aimerais bien qu'on présente l'école. Oui. Et qu'on présente ce que vous avez lancé là récemment avec vos étudiants, qui est hyper intéressant avec votre nuancier. J'aimerais bien que vous racontiez un petit peu tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez présenter l'école? Donc, les matières qui sont étudiées, comment ça se passe, qui peut venir dans cette école, les enseignants, les particularités, les débouchés. Allez-y. D'accord. Donc, les SAT, donc c'est l'École supérieure des arts appliqués et du textile. Donc, c'est une école d'art appliqué. Donc, il y a plusieurs cursus proposés, que ce soit en graphisme, en design d'objets, design d'espace, et donc aussi en textile, donc en création textile. Donc, la création textile, elle est historiquement assez présente dans notre région. Et donc, elle perdure beaucoup, surtout au niveau de la conception, du graphisme, de l'infographie textile. Et donc, nous formons donc des designers textiles. Les étudiants qui intègrent notre école donc sortent du bac, donc ils ont soit un bac art appliqué, soit un bac général. Et après, ils ont un cursus de 3 ans où ils préparent. Donc ça, c'est un nouveau diplôme qui s'appelle le DNMAD, donc Diplôme national des métiers d'art et du design. Et donc en 3 ans, pour le cursus, cursus textile, les étudiants apprennent à déjà découvrent le domaine d'un point de vue culturel, point de vue de l'histoire, des techniques, de la création aussi passée, contemporaine, et donc apprennent le dessin, la couleur, apprennent ensuite à ce que c'est qu'une collection, apprennent ce que sont des inspirations. Et ensuite, pour leur 3e année, qui est l'année de leur diplôme, ils créent une collection textile, qu'elle soit dédiée à l'environnement, à la maison, aux vêtements. Voilà, ils font comme si elles créaient, elles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, une collection textile. D'accord. Donc avec des recherches d'inspiration, des graphismes, des couleurs, des recherches de texture, de matière, et puis de débouchés aussi pour des applications, que ce soit maison, mode, encore une fois. D'accord. Et donc on enseigne, alors il y a une partie de l'enseignement qui est pratique, et donc qui a lieu dans des ateliers dédiés, donc un atelier dédié au tissage, un à la maille et un à l'impression textile. Que vous m'avez fait visiter, et j'étais impressionnée par
Je mettrai une photo si j'ai l'autorisation, mais qui était impressionnante, mais même la taille, les couleurs qu'il y a et tous les travaux différents que vous m'avez montrés de vos étudiants. Ok, donc et les débouchés, donc c'est designer textile essentiellement. Oui, alors designer textile. Après, les étudiants peuvent poursuivre leurs études. Sinon, en 3 ans, c'est la base pour être designer textile. Ça peut être en indépendant où on crée des dessins ou des collections de motifs et puis qu'on va vendre en freelance à des entreprises. Ou alors être intégré dans une entreprise comme celles qui sont connues par chez nous, à savoir La Redoute et Decathlon. D'accord, ok. La Redoute que l'on voit des fenêtres de notre école. Ah ouais, d'accord. Ils ont pas loin à faire du coup, les étudiants. On a des anciennes qui vont dans l'autre sens aussi pour venir participer au jury. Ah d'accord, c'est marrant. Vous m'avez parlé tout à l'heure quand on visitait l'atelier d'une nouvelle chose que vous avez mis en place pour initier les étudiants, notamment à la couleur naturelle. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites là récemment avec les étudiants? Oui, donc là, j'ai en charge depuis cette année donc des étudiants de DNMAD, première, deuxième et troisième année. Donc comme je n'ai pas eu les étudiants l'an passé, j'ai fait un petit peu une initiation à plusieurs niveaux, aux 3 niveaux, en leur faisant créer un nuancier de 30 couleurs naturelles en groupe. Voilà, les faire travailler en groupe et découvrir ce que c'est que la teinture naturelle. Alors je dis naturelle parce qu'on n'utilise pas que végétale, on regarde aussi ce qui se passe avec la cochenille. Qui est hyper intéressante en termes de résultats. Et du coup, vous avez fait des couleurs principales, on va dire, et vous avez fait après des nuançages avec le fer et avec 2 paramètres que vous faisiez bouger, que vous faisiez... Ah oui. Alors déjà, cette méthode, donc ce nuancier, c'est Clément Bottier, je crois, qui a mis ça au point. J'ai trouvé ça assez efficace quand j'ai fait la formation donc avec lui. Et donc ça consiste à utiliser, à prendre donc trois plantes pour aller vite, une qui donne du jaune, une qui donne du rose et une autre qui donne du rouge le rouge du cachou, donc brun, rouge, brun. Et à partir de ces 3 plantes-là, c'est déjà de créer 3 intensités différentes. Donc, ça veut dire 3 bains avec 3 concentrations différentes. 10%, 5% et 1%. Voilà, ce qui permet de voir que le dosage de la couleur joue sur l'intensité, en fait, tout bêtement. Et aussi de créer 3 nuances avec l'indigo, et ce qui permet aussi de voir que c'est 2 procédés, forcément pour les débutants. On voit que c'est 2 procédés complètement différents de teinture. Donc aussi bien du point de vue physique et chimique que du point de vue des gestes et de la pratique de chacun des 2 procédés de teinture. Donc ça, pour les étudiants, déjà, c'est une première chose. De voir que la cuve d'indigo, mettre le moins d'oxygène possible dans la teinture, alors qu'avec les autres colorants, au contraire, il faut mélanger, déployer le tissu, donc agiter, beaucoup bouger le textile et forcément agiter les bains et respecter la courbe de température donc ça c'est assez déjà intriguant et formateur pour les étudiants. Ils se disent mais pourquoi on me dit que le bleu je peux pas le faire avec les autres et que je peux pas le mélanger et donc après, une fois qu'on a pratiqué, je leur explique, donc je fais de la vraiment physique-chimie pour les nuls, pour expliquer les phénomènes. Pour moi, c'est très important. Après avoir fait donc les couleurs pures, plus ou moins concentrées, plus ou moins dosées, donc 10%, 5%, 1%, donc c'est indicatif, teint à l'indigo, et après, on surteint les échantillons qui ont été faits avec les teintes pures pour, avec le réséda, obtenir des verts. Et donc, comme on a des concentrations différentes de jaune et des temps de trempage différents d'indigo, on peut obtenir des verts très très foncés jusqu'à des petits verts pommes très mignons. Voilà, idem pour la cochenille et idem pour le cachot. Et après, on peut aussi voir le nuançage. Nuançage donc au fer, donc qui permet d'enrichir encore plus la palette qu'on obtient à partir d'une plante. Donc si je résume, si on part par exemple
du Reseda. On va avoir 3 nuances de couleurs pures, 3 jaunes. Ensuite, on va avoir 3 verts différents puisqu'on va surteindre avec l'indigo. Et on va aussi pouvoir avoir, suivant les dilutions d'acétate de fer en post-mordançage, avoir des teintes qui peuvent aller aller de vert olive et puis après petit à petit descendre jusqu'à des kakis, des gris. Voilà. Et donc pour une plante, ça permet déjà de faire une première approche, un tour d'horizon assez complet pour des débutants. Et alors, quels sont les retours des étudiants par rapport à la couleur végétale, justement? Waouh, c'est vif! Ah bah voilà. Donc, parce que l'image associée à ça est... Ouais. Et à déconstruire. Le fait de penser que les couleurs sont pastel ou délavées. C'est ça. Ouais, c'est fou, hein, ou que ça fait des taches, ou que ça ressemble à des taches. Enfin, disons que... Moi, je leur demande au début, oui, quand on dit naturel, qu'est-ce que vous voyez comme couleur? Qu'est-ce que vous voyez comme... Et oui, souvent, c'est associé au tie and dye. C'est des couleurs qui sont fondues, qui sont douces, qui sont claires. Alors que quand on est passé dans votre atelier, le nuancier, il y a des couleurs, notamment un kaki là, que je trouve magnifique. Mais oui, il y a des dégradés de couleurs et des intensités. Et donc, c'est la première expérience de la couleur végétale qu'ils ont là cette année avec ce que vous mettez en place. Ah oui, non, après, il y en a quelques-uns qui ont pu en faire s'ils sont en 3e année et qu'ils ont fait leur stage avec un créateur qui utilise la teinture végétale. Mais sinon, il n'y a pas dans le cursus la présence de la couleur végétale dans la formation. Si, maintenant si. Maintenant si, mais avant, il n'y avait pas. Il a fallu l'amener. Ouais, non, mais je veux dire, c'était pas... C'est nouveau, quoi. Donc, c'était peut-être abordé un petit peu dans le labo, puisqu'ils font un peu de physique-chimie. Mm-hmm. Donc, on leur a peut-être... C'est même sûr, on a dû leur montrer. Mm-hmm. Mais l'intégrer, le pratiquer, non. Ouais, d'accord, ok. Ok. Est-ce que vous avez des travaux d'étudiants qui se sont pris pour la teinture naturelle et se lancent dans des sujets? Est-ce que vous avez des étudiants à citer ou... Alors, j'ai commencé ça avec elle donc cette année. Il y a quand même une étudiante de 3e année qui est très, très assidue. Donc Adèle, si tu écoutes. qui a décidé de créer donc sa collection de textiles pour son diplôme avec des teintures végétales et imprimées au cadre. D'accord. Voilà, donc là pour l'instant, elle travaille des recherches de couleurs, donc en travaillant sur les dosages de mordant, dont j'ai parlé précédemment. Mm-hmm. Différentes intensités, et puis elle teste aussi, là pour l'instant c'est vraiment le début, donc elle teste différentes fibres, différents liages, donc de la maille, du chêne et trame. Principalement, elle est sur lin et chanvre, je crois. Et puis là, elle fait un travail. On a un petit problème là pour l'instant parce qu'on se demande comment on va utiliser un fil qui a l'air d'être un mélange de lin et de laine. Voilà, ça va être très intéressant. Et elle fait aussi du tissage, donc c'est pour ça qu'elle va teindre à la fois du fil et à la fois des tissus et imprimer des tissus. Donc ça fait du boulot. Voilà. C'est un beau programme. Ok, super. Donc dans la partie transmission, donc c'est surtout cette partie enseignement. Est-ce que vous pouvez nous citer des personnes qui sont pour vous inspirantes dans le domaine de la teinture végétale, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pouvez nous citer, s'il y a 1, 2 ou 3 personnes qui sont pour vous ça s'est fait en plusieurs temps, mais c'est vrai que maintenant c'est devenu des références. Donc bien sûr Michel Garcia, avec qui j'ai le plaisir de faire au moins 3 formations. Et j'ai aussi bien retenu vraiment le contenu, le fait que ça soit tellement précieux, cet enseignement qui a été perdu et qu'il cherche à renouveler, vraiment. Voilà, ce geste-là m'avait déjà beaucoup impressionné. Et puis le contenu et la manière de transmettre aussi, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire, c'est à la fois le puits de science et puis et ce rôle de passeur, quoi. Voilà, qui m'inspire beaucoup, donc principalement. Et puis bien sûr, Clément Bautier,
qui est donc devenu un ami, avec qui j'ai fait une formation, auprès de qui je me suis formée aussi. Et surtout en échangeant sa vision des choses, justement sur l'emploi des couleurs végétales, le rapport entre la fibre et colorant, choix de la fibre, toute cette philosophie aussi que je partage vraiment avec eux. Quelle est votre matière de prédilection en termes de teinture végétale? Le lin. J'avais cru un peu comprendre. Et alors du coup, pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça prend bien la couleur? Est-ce que c'est parce que c'est une matière où on est les premiers producteurs mondiaux? Est-ce que c'est pourquoi? Alors c'est local, vraiment local. Enfin, quand on habite dans le Nord et que par exemple on va sur la côte du côté de Dunkerque et qu'on traverse les Flandres, donc il y a des champs de lin tout bleu, voilà. Et puis après on voit le lin qui est en train de rouillir donc dans les champs. Enfin, donc voilà, c'est local, c'est solide et puis ça, dans le temps, ça a une très belle patine en fait. Et puis ça prend bien sûr la couleur. Les couleurs, mais les couleurs liées à cette fibre, elles sont superbes et puis voilà, c'est très très durable. Et si vous étiez une plante colorante, ouais, c'est la question qui fait bugger un peu tout le monde, mais laquelle seriez-vous et pourquoi? Moi, j'utilise des extraits en fait, mais c'est vrai que j'aime bien toujours avoir sous les yeux, la provenance, avoir un pot de pastel ou un pot de. J'avais cultivé de la garance en fait. Ouais, j'aime beaucoup la garance. Donc plutôt la garance. Après, effectivement, je l'ai un peu utilisé mon travail pour les briques, forcément. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien, et pourtant on se casse beaucoup les dents à arriver à teindre correctement avec la garance. Mais j'aime bien qu'elle soit justement difficile, qu'elle soit un peu rare, quoi. Ouais, Oui, capricieuse, et je pense que j'ai besoin d'encore beaucoup de conseils pour y arriver. Mais j'aime beaucoup la garance. C'est long à obtenir, c'est une racine. Voilà. Et avec votre recul, donc dans l'enseignement et votre pratique de la teinture végétale, qu'est-ce qui pour vous peut faire aujourd'hui que ça redémarre et que ça redevienne pas en remplacement de la teinture synthétique, mais qu'est-ce qui peut faire que la teinture végétale reprenne davantage de place aujourd'hui? Les jeunes designers, entre autres. C'est pas des décideurs forcément, mais c'est des, comme on dit, influenceurs. Donc oui, la jeune génération, parce que c'est à la fois effectivement forcément un procédé de teinture plus vertueux que ce qu'on a connu avant, ce qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qui coexiste et qui doit coexister en synthétique. Mais c'est aussi une manière c'est une éducation à la sensibilité à certaines associations de couleurs, puisque les teintures naturelles se travaillent pas, ne s'assortissent pas de la même manière que lorsqu'on travaille pour des couleurs synthétiques. On travaille à partir de ce qu'on obtient, ce que le bain de teinture nous permet d'obtenir, ce qui nous révèle, est cette forme d'alchimie entre telle fibre qu'on a trouvée à tel endroit avec telle teinture. J'imagine que la plante, elle a été récoltée à telle date, sous telle latitude. Tout ça, c'est autre chose, quoi. C'est l'inverse de la standardisation. Qu'on peut connaître avec la teinture, les couleurs synthétiques en général, quoi. Et justement, j'allais vous dire, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent le podcast. Je suis surprise, mais vous m'avez dit que vos étudiants, ils écoutaient, donc c'est peut-être eux qui sont dans la part d'étudiants, mais j'ai beaucoup de jeunes qui écoutent. Après, entre l'école, la petite école, il se passe rien au collège, il se passe rien au lycée, et il se passe que quelques cours quand on est dans une filière bien spécifique, mais j'aimerais tellement qu'il y ait des cours même en école d'ingé sur la chimie tinctoriale, l'application de la teinture végétale, parce qu'en fait,
pour moi, la teinture végétale, c'est l'union des connaissances botaniques, la chimie et le textile, les fibres naturelles, l'agriculture. Enfin, en fait, c'est un grand cercle. Et en fait, au début, le podcast, c'était que couleurs naturelles, teinture. Et en fait, plus ça avance, plus les invités... En fait, on ouvre 12 000 portes et en fait, on se rend compte que c'est une grande famille, une grande chaîne de valeur. Et donc, l'idée, c'est d'avoir tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les étudiants ou pour que les parcours, il y ait plus de teinture végétale dans les cursus? Il y a de plus en plus d'ateliers découvertes, d'initiation à des pratiques respectueuses de l'environnement. Il y a des formations pour les petits, même on intervient, je crois, il me semble qu'il y a des interventions sur l'alimentation, le potager. Donc ça veut dire le fait de cultiver. Et pour moi, tout ça, ça va ensemble, en fait. Ce serait étendre, quand on parle des tomates, des laitues, des aromatiques, parler aussi des tinctoriales à ce moment-là. C'est les ressources, en fait. C'est quelles sont les ressources qui effectivement c'est un savoir qui a été enterré depuis l'invention des colorants de synthèse. Et donc c'est tout un savoir qui existe depuis plusieurs milliers d'années qu'on n'a plus. Et c'est étonnant parce qu'on a l'impression que, les étudiants ont l'impression d'inventer quelque chose, il y a cette surprise, c'est toujours très très agréable en fait de voir leur étonnement et le fait qu'ils soient émerveillés. Et en même temps, quand on réfléchit, on se dit mais ils sont émerveillés, mais c'est pas tout neuf, quoi. Mais c'est pas non, mais ça n'a pas pu être transmis de toute façon. Mais c'est le même rapport que ce qu'on appelait autrefois les ouvrages de dames aussi. Ils ont plus les grand-mères qui tricotent, c'est de plus en plus rare aussi. Justement, moi je suis étonnée de voir mais ça revient, le retour à la laine, au tricot, par les tutos. Ouais, les tutos, Instagram, les vidéos YouTube, le confinement a quand même aidé les gens à se remettre au sens du vrai, du manuel, d'avoir le temps, etc. Et en fait, il faudrait surfer sur cette vague pour remettre... alors après, c'est vrai que c'est bien le fait que ça se diffuse et que ça soit de plus en plus connu. Après, moi, je suis assez... de nature à ce niveau-là, assez méfiante, parce que plus c'est diffusé, moins bien c'est diffusé aussi, et il y a cette grande mode, effectivement, du dye, et où effectivement je pense que tout le monde a entendu tout et n'importe quoi, alors en particulier sur les modes de teinture végétale, mais c'est répandu partout, mais on peut et ça aussi, alors si je reviens à l'enseignement, c'est plus ce à quoi il faut s'attaquer, parce que quand on est en cours, de plus en plus de personnes à qui on demande « Avez-vous déjà pratiqué la teinture végétale ?» Oui, j'ai fait un tuto. Et j'ai fait un tuto. Alors, soit au début que c'est sorti, je commençais à dire, je leur disais « Envoyez-moi le lien, je regarde si c'est sérieux. » Et puis, voilà. Mais maintenant, c'est devenu... ils attaquent sans méthode, sans forcément non plus la compréhension du phénomène. En fait, il y en a de plus en plus qui partagent leurs expériences, mais pas forcément des expériences solides ou des formations solides, costauds, expérimentées. Et du coup, ça peut aussi desservir la discipline parce que ça peut apporter soit des résultats qui ne tiennent pas, et donc remettre cette mauvaise image et cette étiquette sur la teinture végétale. Et donc, dans un sens, c'est top que ça se démultiplie, mais en même temps, attention à la qualité de ce qui se démultiplie. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et surtout, c'est que le but d'un tuto, c'est pas d'expliquer forcément, et surtout là en teinture où c'est pas visible. Il se passe plein de choses, au niveau chimique, au niveau alors physique, je veux dire la température de bain ou la courbe d'une température ou mesurer un pH ou tout ça. Il faut le faire en fait. Il faut le faire et le faire ensemble, chercher ensemble avec les étudiants vraiment pour transmettre des gestes et des explications et comprendre vraiment ce qui est à l'œuvre. Et ça, un tuto, c'est plutôt une recette.
Ouais, un tuto, c'est vraiment allez, en 2 heures, t'as fait ton sac qui est teinté, mais on t'explique pas le comment, le comment du pourquoi et pour l'histoire. devenir créatif et autonome. C'est ça, exactement. On donne effectivement une recette pour avoir le produit qu'on vous a promis au début. Oui. Je cherchais justement moi enfin, j'ai bien vu donc pendant ma formation de Michel Garcia que la chimie tinctoriale c'était la base en fait pour comprendre et maîtriser ce qu'on veut faire, en fait maîtriser son projet de teinture. Et en fait je me suis dit waouh, il va falloir que je me remuscle là-dessus parce que clairement j'avais des bases de chimie mais il faut remettre ça à jour. Je suis allée chercher sur internet voir s'il y avait sur YouTube ou sur de la chimie tinctoriale. Il y a absolument rien. Non. Et donc je retourne. Quand on est en galère, souvent c'est ce qu'on fait ça. et il y a rien. Et il y a rien. Et donc on retourne à ça. Voilà. Et donc on retourne au livre et moi je retourne en formation là pour faire spécifiquement la chimie tinctoriale parce que je pense que c'est la clé. Et en fait, comme vous l'avez si bien dit, si on veut transmettre les bons messages, il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi on rajoute telle ou telle chose et pourquoi en mettant du fer ça fait ça et pourquoi tel pH ça change. Enfin voilà, comprendre ce qu'on fait. Et en fait, c'est là où je pense qu'il serait intéressant qu'il y ait des gens qui s'y mettent sur vulgariser la chimie tinctoriale sur les réseaux ou sur une vidéo YouTube ou que Michel nous fasse des tutos, ce serait génial. Il a déjà fait des DVD. C'est vrai. Et ben il faudrait faire un truc sur la chimie tinctoriale pour les nuls, mais quelque chose qui permette de comprendre ce qu'on fait, quoi. Mais en même temps, des bons tutoriels, ça peut dépanner, en fait, je dirais. Mais on peut pas apprendre. Et là, c'est lié à la transmission d'un travail manuel, en fait. C'est pas. On peut pas apprendre quelque chose qui est lié à tous les sens, en fait, et la transmission à la fois gestuelle, verbale, et l'explication, toute l'intelligence, oui, d'un savoir-faire se fait humainement, ensemble. Ouais, puis en pratiquant. En pratiquant ensemble et pas d'avoir forcément. On peut approfondir avec un écran où c'est vrai que c'est très, à l'ordi, sur le net. Ça dépanne quand on cherche quelque chose de super précis. Ça dépanne, c'est vraiment des bonnes béquilles. Mais l'apprentissage du métier, de la démarche de recherche, et en l'occurrence là en teinture, c'est très important de la découvrir à plusieurs et de pouvoir voir quelles sont les différentes choses auxquelles il faut faire attention, ce sur quoi on peut agir, pourquoi. C'est des questionnements qui viennent et ensemble aussi. Ouais, j'insiste parce que c'est chercher ensemble, c'est très enrichissant. Ah oui. Est-ce que vous pourriez nous citer 3 livres qui ont été importants pour vous dans votre pratique de la teinture naturelle que vous recommanderiez aux gens qui sont autour du micro? Alors, je vais pas être originale, hein. La bonne vieille Bible. Voilà. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. Voilà. Donc, Dominique Cardon, Le monde des teintures naturelles. Et c'est la nouvelle édition revue et augmentée, celle qui est la dernière qui est parue, donc qui est la plus grosse. Voilà. Donc ça, on peut aller piocher dans la Bible quand on en a besoin. Et puis, la dimension plus technique aussi de Dominique Cardon et Gaëtan Duchâtenay, donc le guide des teintures naturelles. Et vous aviez cité tout à l'heure... Et donc bien sûr, ce livre-là, donc qui s'appelle Nui Shibori, donc plus précisément sur les techniques de Shibori, c'est absolument fantastique. Donc ça s'appelle Nui Shibori, technique, innovation, motif, design, donc par Jane Callender. Ah, et vous m'avez montré tous les motifs à l'intérieur. Et ce livre de l'indigo, là... Oui, qui est très bien aussi. Qui est sorti il y a pas très longtemps. Il doit y avoir, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est tout autour de l'indigo. Donc, c'est vraiment de la culture à l'extraction, au domaine d'utilisation, et après à la réalisation de cuves d'indigo, de réserves pour l'indigo, de petits projets, de petits tours de main et de bonnes adresses. Ouais, voilà. C'est vachement illustré. Alors, je donne le... le nom Indigo, je pense. Voilà, donc ça s'appelle Indigo, teinture, fabrication et application. Donc, par Kerstin Neumüller et Douglas Louhanco. Ok, super. Et alors, du coup, la dernière question, Coraline, c'est à qui vous aimeriez que je passe le micro
pour qu'on continue cette chaîne de podcast sur la couleur naturelle. Alors, j'ai été étonnée que Sandrine Rosier ne soit pas encore dans cette série, mais il me semble que vous avez l'intention de la solliciter. Donc, voilà. Donc Sandrine Rosier, ok, super, je vais essayer de... Parce que vous vouliez citer Clément Bottier, mais il est déjà passé. Oui, et il y a aussi... Alors, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une coloriste qui peut vous intéresser. Sa marque s'appelle L'Eau Colorée. Locolore. Et son nom, c'est Machiko. Et je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps parce qu'on va faire un travail avec nos étudiants sur les virages de couleurs et le travail de photographie, de cyanotype, donc avec un autre artiste qui s'appelle Hideyuki. Et donc ça, c'est des gens que je viens à peine de rencontrer. Je trouve dont le travail est très intéressant et surtout Machiko, donc a travaillé, donc ça peut vous intéresser puisqu'elle travaille à partir d'extraits de plantes. Elle extrait des plantes d'ailleurs, elle extrait des principes tinctoriaux de différentes plantes y comparées très localement. Et nous allons travailler avec elle pour utiliser ces couleurs pour faire des virages pour la photographie. Ok, super. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!